Aujourd'hui, notre émission est consacrée à l'écrivain tunisien Adam Fati, que nous avons rencontré en avril dernier à Kelibia, sur les bords de la Méditerranée, non loin du Vieux-Port. Adam Fati, vous êtes à la fois journaliste littéraire, vous êtes parolier, vous avez écrit des chansons qui ont été mises en musique, et puis vous êtes aussi écrivain et poète. Et je voulais vous demander comment on passe d'une écriture, disons, journalistique à une écriture littéraire et poétique en particulier. Facilement, en étant soi-même. Je me suis permis de donner un autre nom à Baudelaire en traduisant ses journaux intimes et en préfaçant cette traduction, en parlant de lui en tant que l'homme orchestre. Et à mon avis, chaque être humain, c'est un homme orchestre. Il est multiple. Et c'est l'unicité qui est peut-être exceptionnelle ou qui n'est pas naturelle. Donc, si on s'écoute, si on est en paix avec toutes ces facettes, c'est facile de passer d'un registre à l'autre, sous la condition, bien sûr, de maîtriser ce registre et de se réaliser à travers ce registre et de se sentir soi-même dans ce registre. Et pour moi, écrire, c'est l'essentiel, mais qu'écrire et comment écrire, c'est selon le besoin. C'est-à-dire, on peut témoigner à travers la chronique, par exemple, différemment qu'à travers la poésie soi-disant poétique, c'est-à-dire conventionnellement reconnue comme telle, ou la chanson que je trouve aussi forte et aussi extraordinaire pour moi que les autres genres. C'est-à-dire, je me sens dans la chanson comme je me sens dans le poème, comme je me sens dans une chronique, comme je me sens dans une traduction. Pour moi, c'est toujours de l'écriture et c'est un besoin qui m'interpelle et auquel je réponds aussi naturellement que possible. Alors tout de même, quand vous travaillez sur la langue, que peut la poésie que ne pourrait pas un travail plus journalistique ? La poésie permet de ne pas être dans le blanc ou le noir. Elle permet d'affronter les nuances. Quand on sort de la poésie, quand on sort de la métaphore, quand on sort du travail sur la langue, on entre dans ce qui peut être mis à l'épreuve du vrai ou du faux. On devient polémiste pur et simple. On se laisse aller à la géométrie de la dialectique et on ne rêve plus, on ne fait plus rêver. Donc la part du poète en moi me permet de faire rêver même en écrivant des chroniques. Enfin, je l'espère. Alors vous dites dans un entretien accordé à une revue de philosophie que la poésie serait par nature à la fois dissidente et résistante. Dissidente à quoi et résistante à quoi également? À qui? Peut-être c'est prétentieux de parler de dissidence ou de résistance, mais enfin c'est ce que je sens. Résistante par rapport à toutes les tentations de la normalité et dissidente par rapport à toutes les tentations de la normalité. C'est-à-dire, le poète, à mon avis, ne peut pas être dans l'accaparation de quelque chose. Il n'est pas dans la recherche du pouvoir. Et s'il est dans la recherche de la vérité, il sait qu'il n'y a pas une vérité. Et il sait qu'il n'a pas la vérité. Donc, il est dans la recherche. Il est dans la recherche. C'est ce qui fait la différence entre un poète, à mon avis, et un homme politique, par exemple, ou un écrivain qui fait de la politique en écrivant. C'est-à-dire que pour lui, l'écrit n'est qu'une façon d'avoir des électeurs ou d'avoir des fans ou d'avoir du pouvoir.
Je pense que la poésie permet de donner et de se donner, et permet de se perdre et de se diluer. Le poète prophète ou le poète guide, c'est une époque, à mon avis, révolue. Maintenant, on est plus modeste, peut-être plus prétentieux. Quand vous employez le mot résistance et dissidence, ce sont des mots forts et des mots connotés politiquement. C'est normal, tout est politique, tout est politique. Mais il y a une grande différence entre la politique politicienne et la politique qui vient de police, qui vient de vivre dans la cité, qui vient des origines grecques du mot. C'est-à-dire que être citoyen, c'est faire de la politique. Être dans la ville, c'est faire de la politique. On ne peut pas, on ne vit pas dans le désert ou dans les cavernes. On est dans la cité et on est des citoyens. Nous faisons de la politique, mais être dans les jeux de pouvoir, être dans la volonté de séduire, la volonté de permettre des choses ou de camoufler des choses, etc. Ça, c'est pour la politique politicienne. La politique de l'écrivain ou de l'artiste, c'est autre chose. C'est dire les choses qu'ils sont, même si ces choses-là ne sont pas populaires. C'est ça, être dissident. Et être résistant, c'est résister à tous les attraits du contraire. C'est-à-dire, c'est plus à l'aise d'être dans la conformité, d'être bien vu, d'être bien reçu. Normalement, c'est ce que je ressens. On peut, ou on doit, ou on ne peut qu'être comme ça si on est dans la poésie, vivre poétiquement dans le monde ou exister poétiquement. C'est ça, c'est être dans le non-confort. Alors on est à un moment charnière ici en Tunisie. On s'est rencontrés au bord de mer dans une petite ville qui s'appelle Kilibia. Un an après, on sent, c'est latent comme une inquiétude dans la population. Quelle est votre perception de ce processus en marche de démocratisation en Tunisie ? Deux choses. L'une, d'abord, la poésie et l'écriture en général n'a pas attendu la Révolution. Elle a précédé la Révolution, comme dans toute époque historique. La scène culturelle, disons, en Tunisie a toujours été dissidente. Et c'est pour ça moi je dis, j'insiste, le régime tunisien, la dictature tunisienne n'avait pas d'intellectuels. Elle n'avait pas la main mise sur la scène culturelle. Et la preuve, c'est le nombre de films qui ont été censurés, le nombre de pièces de théâtre qui ont été censurées, le nombre de livres qui ont été censurés, etc., etc. Ça veut dire que l'art, la poésie, la création a toujours été en dehors de la mainmise de la dictature. Bien sûr, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu quelques pions qui ont servi le régime, etc. Mais ça ne signifie pas que la scène culturelle était domptée, disons, etc. Parce que j'insiste sur ça, parce que maintenant, il y a parfois des analyses qui vont vers où étiez-vous, etc., où était la culture en Tunisie. Ce n'est pas vrai. Tout ce qui s'est passé, c'est une accumulation du travail des intellectuels, à côté du travail des syndicalistes, à côté du travail de la société civile, des militants politiques, etc., etc. Bon. Maintenant, on est devant le jour d'après. Parce que, bon, sortir dans la rue et faire déguerpir le dictateur, c'est fait. Mais la dictature, ce n'est pas une personne, ce n'est pas 10 personnes, ce n'est pas un parti qui a été dissous, etc. Non, c'est une mentalité, c'est une araignée, c'est une mafia tentaculaire, etc. Et surtout, c'est une mentalité qu'il faut dépasser et qu'il faut changer. Ce qui se passe maintenant, c'est que on est en train de faire les premiers pas
dans ce que je peux appeler l'apprentissage de la démocratie, l'apprentissage de la pré-dictature, c'est-à-dire le parti unique, la pensée unique. Mais c'est difficile. Et on doit être capable d'accepter tout ce qui peut être mal vu par les autres, parce que ce n'est pas comme ça qu'ils voient la démocratie, ou ce n'est pas ça qu'ils attendaient, etc. Maintenant, on est dans un entre-deux, dans une période transitoire. Il y a des peurs, il y a des angoisses, il y a des questions. Il y a aussi des choses qui se sont faites, il y a des acquis. Les acquis sont bien sûr peu pour nous, c'est-à-dire que les ambitions sont grandes, mais je pense que cette période transitoire est tout à fait naturelle. On a peur, bien sûr, parce que je fais partie de ceux qui rêvent d'un État où tout le monde peut vivre, coexister. Il y a d'autres qui veulent islamiser l'État, il y a d'autres qui veulent éradiquer toute identité, etc. Bon, il y a des élections, je suis pour apprendre à accepter les résultats des élections, lutter pacifiquement pour que ces résultats changent, etc. Bon, je suis dans cette attitude-là. Je ne suis pas pessimiste, je ne suis pas béatement optimiste, mais je pense que ce qui se passe est tout à fait normal après une période presque de 45 ans ou de 50 ans, disons, de non-démocratie, parce que la période bourguibienne, quand même, on peut parler de période assez démocratique, et puis avec le vieillissement du président, c'est devenu la dictature qui a engendré la dictature de Ben Ali. Mais avec Ben Ali, c'était vraiment la dictature avec la corruption, avec tout ce que ça veut dire. Maintenant, on doit réapprendre, et c'est pas facile, ce n'est pas facile. Et ceux qui s'attendent à quelque chose de miraculeux comme ça, comme si c'était magique, changer on peut changer de peau sans changer d'âme. Il faut que beaucoup de choses se passent dans les esprits, dans les cœurs. Il faut que l'on sache dépasser certaines peurs et réapprendre à accepter l'autre, à ne pas le traiter de traître parce qu'il est différent, de ne pas etc. Penser gris au lieu de penser noir. Exactement, exactement. Dépasser cette posture manichéenne, il faut savoir que la vie, c'est pas un blanc et noir. Il n'y a personne qui a la vérité, personne n'accapare la vérité. La vérité est quelque chose à construire ensemble. اللي عايشين لينا ولا ريف ولا مدينة لولا عرق ايديهم ويذوبك الشمعة ويخبيوا الدمعة على عيون اهاليهم الناس اللي تعاني ونساتهم الاغاني هذه غناية ليهم هذه غناية ليهم هذه غناية ليهم هذه غناية ليهم Alors, Adam Fati, vous êtes l'auteur de chansons, dont notamment une chanson très connue ici qui s'appelle La chanson des oubliés. Et vous citez ce mot d'Ibn Khaldoun. Le chant est le premier à dégénérer quand une civilisation est à son déclin. La civilisation tunisienne, arabe, j'ai envie de vous demander, est-ce qu'elle se situerait entre deux renaissances ? Je pense, oui, exactement.
Parce que c'est les courbes, les cycles. L'idée d'Ibn Khaldoun a été prise par Toynbee, par beaucoup de philosophes et d'historiens. Il y a des cycles. On a connu le creux de la vague et je pense que on est en train de reprendre souffle et de remonter, je pense. Malgré certaines difficultés, enfin très concrètement, on parle aujourd'hui d'une certaine lutte entre les salafistes et le pouvoir médiatique. Exactement. Il y a des problèmes justement liés à la sécurité, également la remise en cause éventuelle de la date des prochaines élections. Exactement. Je suis parmi ceux qui pensent que tout ça est tout à fait attendu et tout à fait normal. Je reprends d'un autre point de vue. Disons qu'une société déterminée n'est pas prête à quelque chose. On ne peut pas courir plus vite que la musique. C'est-à-dire, sinon, on donnerait raison à la dictature. Parce que le dictateur, qu'est-ce qu'il nous disait? Il nous disait, moi ou le salafisme, moi ou l'obscurantisme, moi ou les extrémismes, disons. Mais c'était le fascisme. Donc, on ne choisit pas entre un fascisme et un autre, un obscurantisme et un autre. On doit lutter pour que les bons choix soient, disons, évidents pour notre peuple. Et c'est ça le rôle des intellectuels, le rôle des politiciens, le rôle des éclairés, disons. Mais dire le contraire, c'est-à-dire non, il faut lutter contre ça par la violence pure et simple, c'est remettre le pied à l'étrier au despotisme et à la dictature. C'est exactement la même chose qui a été faite avant. On l'a essayé, on a vu ce qu'a donné, non seulement en Tunisie, mais je pense donc qu'il faut lutter, il faut que les journalistes écrivent, il faut que les radios soient libres, il faut que la presse soit libre, et qu'elle lutte pour cette liberté, parce que rien n'est acquis, comme on en parlait déjà. Bien sûr, il y a les réflexes, parce que n'oublions pas que la plupart de l'élite politique qui joue maintenant est quelque part la fille de l'époque ancienne, c'est-à-dire qu'elle a été engendrée quelque part, elle a été influencée par la mentalité de toute la période révolue. Donc pour que cette mentalité change, pour que ceux qui ont été allaités, disons, par la dictature deviennent des démocrates, c'est ça notre problème maintenant. C'est que nous ne sommes pas encore capables de voir chez notre élite politique de vrais démocrates. Bien sûr, il y en a, mais chaque fois, entre un coup et un autre, le réflexe de l'ego surdimensionné, etc., reprennent et remontent à la surface. Et c'est ça, il faut lutter contre ça, et contre les réflexes répressifs, contre les réflexes de la violence, que ce soit de la violence sociale ou de la violence de l'État. L'État ne doit pas être violent, l'État doit être juste. Il faut qu'il y ait non une répression, mais une justice de l'État. Ce gouvernement, il faut qu'il comprenne que les gens doivent manifester, que la manifestation n'est pas contre l'ordre public. Ça, il faut l'apprendre, il faut l'apprendre. Maintenant, on voit les réflexes remonter à la surface. Oh, vous faites une manifestation, vous faites une grève. Non, vous perturbez l'ordre public. Non, il faut coexister. Il faut que l'État coexiste avec la manifestation parce que c'est un droit, avec la grève parce que c'est un droit. Et il faut que les instances sachent dialoguer avec ces revendications, etc. Donc, c'est tout un... Je pense que c'est un apprentissage qu'il faut faire. Alors on va revenir à la poésie dans un poème intitulé « Le souffleur de verre ». Au mouvement second du texte, une fille demande à son père aveugle « Comment écris-tu ton poème ?» Vous vous souvenez de la réponse ? Dites-la moi. Il lui répond « Longtemps je regarde en moi-même, minutieusement je regarde en moi-même, jusqu'à ce que je perçoive un trou dans la page. »
C'est une définition de la poésie, Adam Fanti? Là, vous me mettez mal à l'aise parce qu'il n'y a pas de définition de la poésie, il n'y a pas de définition, on ne peut pas parler de définition, mais c'est une approche, oui, c'est une approche. Et je peux même aller jusqu'à dire que c'est même pas une image, je l'avoue, je le vois le trou, je le vois réellement, parce que c'est mettre en abîme beaucoup de choses, c'est aller à l'intérieur des choses, à l'intérieur de soi-même bien sûr, pour arriver à percevoir le non perçu. Donc, oui, pas de définition. Disons, oui, c'est une approche, c'est mon approche. C'est mon approche. Je n'écris jamais sur un sujet s'il n'est pas mien. C'est-à-dire, j'ai écrit beaucoup de choses sur la Palestine, sur Sarajevo, sur Rwanda, comme j'ai écrit sur la rose, sur un amour blessé, sur la vie, sur la mort, sur le corps. Tous les cas, le sujet, pour moi, il ne devient sujet de poème que s'il devient intime. C'est-à-dire que si je me l'approprie et qu'il devienne mien. Là, l'image est précise. Il s'agit de poser sur le trou un mot. Et le travail du souffleur de verre, c'est, vous le dites, celui qui fait en sorte que le mot s'accroisse. Exactement, exactement. Oui, oui. Et le pire, c'est que ce souffleur de verre, il est aveugle dans le livre. Il est aveugle. Et il voit grâce à ces créatures. Parce que sinon, quand on écrit, ce n'est pas parce que on veut montrer quelque chose. On cherche, surtout. On cherche. Et c'est comme si c'était des antennes. Des antennes. Chaque poème, chaque écrit, c'est une antenne qui nous permet de voir. Je n'ai rien de définitif que je veux montrer. J'écris parce que je veux comprendre, pas pour faire comprendre. Je n'ai pas cette prétention-là. J'écris parce que je veux comprendre et parce que je veux voir. Alors c'est écrire pour voir, voir pour écrire, et voir c'est savoir? Oui, parce que quand on tâtonne, chaque sphère qui s'élargit accumule un savoir, bien sûr, mais chaque savoir démontre d'un manque à savoir et d'un non-savoir. Je voudrais aborder la question de la langue arabe, qui est souvent, sont un peu les clichés, mais paraît écartelée de manière chronique entre un certain classicisme et puis de l'autre côté un soutien un peu plus moderniste. Comment vous affrontez vous-même cette part d'équilibre entre deux types de langues? En écrivant le dialectal aussi, parce que je fais partie d'une famille où la poésie est quotidienne. C'est-à-dire, je suis du sud tunisien. Ma mère, quand elle interpellait l'un de mes frères ou sœurs, elle parlait en poésie dialectale tout à fait naturellement. Chez nous, au sud tunisien, la poésie dialectale est quelque chose de vraiment naturel. Ça fait partie du quotidien. Donc, j'ai aimé le dialecte, et le fait de maîtriser ou d'écrire le dialectal me permet de traiter l'arabe littéraire, disons, classique, d'une façon souple. C'est-à-dire que je peux lui insuffler un autre souffle. Et donc, je ne vois pas de contradiction. Je peux jouer sur les deux registres naturellement. Et pour moi, les dialectes sont faits pour ça, justement. Ce sont comme des petites rivières qui donnent du souffle au fleuve principal. Et toutes les langues se sont enrichies avec tout ce qu'a apporté le métissage avec d'autres langues, avec d'autres dialectes, etc. Et c'est ce qui se passe pour la littérature arabe moderne. Les romanciers, les poètes, ils écrivent un arabe qui est de plus en plus vivant, qui change justement grâce à ce son nouveau qui lui vient de toutes ces
ruisseau linguistique. J'ai quand même une question à vous poser par rapport à votre travail de traduction, Adam Fati. Vous êtes le traducteur en langue arabe de Baudelaire. De Sioran. De Sioran. Mais difficile alors là. Comment... De Gilbert Sinoué par exemple pour les Français, de Naïm Katan, etc. Oui. Comment s'y prend-on, comment attaque-t-on la langue d'un Baudelaire ? Et comment parvient-on à la restituer dans une langue, qui est l'arabe en l'occurrence ? Naturellement, là, en se l'appropriant, c'est-à-dire en devenant, en quelque sorte, Baudelaire en arabe. C'est presque littéralement. Sinon, on ne traduit pas, on fait de la paraphrase. D'ailleurs, la preuve a été donnée par Baudelaire lui-même. Avant Baudelaire, Edgar Allan Poe a été traduit, mais il n'a jamais été influent dans la littérature française comme il l'a été après la traduction de Baudelaire. Pourquoi ? Parce que, justement, Baudelaire est devenu Edgar Allan Poe en français. Et d'ailleurs, il dit, en préfaçant son travail, il dit « Je l'ai traduit parce que j'ai senti qu'il me ressemble. Quand j'ai senti ça, j'ai commencé à le traduire. » Et c'est exactement, c'est pour ça que je ne traduis pas sur demande. Et je vais aux livres et aux œuvres ou aux écrivains qui me mettent en défi. C'est-à-dire quelque chose qui est normalement intraduisible ou difficile à traduire. C'est pour ça que je vais... par exemple, j'ai traduit Les journaux intimes de Baudelaire parce que c'est un livre que même ceux qui aiment la littérature française ne connaissent pas beaucoup, alors que, à mon avis, c'est l'une des œuvres majeures de Baudelaire parce que ça montre Baudelaire nu, Baudelaire dans son atelier de travail et Baudelaire, l'être humain qui n'est pas encore maquillé ou qui n'a pas encore porté ses habits pour sortir. Non, il est dans sa chambre, il est devant lui-même et en train de parler de choses auxquelles il ne pensait pas avant, etc. Et là, on est en train de le surprendre. Et ça, c'est très difficile à traduire parce que ce n'est pas maquillé, ce n'est pas décoré, ce n'est pas mis, la consommation en disant. J'ai aimé ça, j'ai aimé et je l'ai vécu. Il y a toujours ce mot qui revient, la trahison, la traduction, etc. Bien sûr que toute traduction est trahison, mais quelle trahison, quel genre de trahison? C'est la seule trahison qui est capable de donner au texte sa véritable poéticité dans une autre langue. C'est une façon d'aborder l'hospitalité, comme dit Derrida, c'est-à-dire de permettre à un texte de vivre chez toi comme si c'était chez lui. Et d'ailleurs, l'une des phrases qui m'interpelle chez Derrida, qui m'intéresse beaucoup, il dit que chaque texte a quelque chose en lui qui permet cette hospitalité. C'est-à-dire il a une petite chambre ou une petite clé ou une petite fenêtre ou un petit pont. Et il faut que tu le trouves parce que si tu le trouves, tu réussiras
à faire venir ce texte dans ta langue, dans la deuxième langue, disons, originale, parce qu'il n'y a pas de langue originale d'un texte. Il y a toujours la traduction est l'origine de tout, parce que le poète, qu'est-ce qu'il fait? Il traduit aussi. Il traduit des sensations, il traduit des images. La traduction est la norme, c'est la règle. Est-ce que la poésie est une solution pour vous, Adam Fethi? Solution à quoi? Quel est le problème? Quel est le problème? Je ne sais pas. Non, mais vous savez sûrement, puisque vous posez la question. وامسح بالورد دموعي عالخد واسألها هل أنا معي أم ضدي. خلي يلعب يا الهوى كالقارب وين يغلب قلبي الهوى. الله غالب يا ليل يا عين. خلي يلعب يا الهوى كالقارب وين يغلب قلبي الهوى. الله غالب يا ليل يا عين يا ليل يا عين يا ليل يا عين يا ليل يا عين يا ليل يا ليل. Votre amour exalte l'âme, au chant Karim Askali, composition de Lofty Bouchnak, texte d'Adam Fethi. I was thinking of you. And I was thinking of you. And I was thinking of you. And then I wasn't thinking of you anymore. Lecture de texte d'Adam Fethi en arabe par Adam Fethi lui-même et par Adrien Michaud en français. الحركة الأولى نافخ الزجاج. تسأل الطفلة أباها كيف تكتب. كان أعمى. أنظر في نفسي طويلا إلى أن أرى ثقبا في الصفحة. أضع على الثقب كلمة. أنفخ في الكلمة كي تكبر قليلا. هكذا أحصل أحيانا على قصيدة. ثم ماذا؟ لا شيء سوى أني قد أقع في الثقب فلا أعود. Deuxième mouvement, نافخ الزجاج. حركة ثانية. تسأل الطفلة أباها كيف ترى طريقك. كان أعمى. أضيع في نفسي طويلا إلى أن أشعر بخيط الضوء. أضع على الضوء فمي. أنفخ في الخيط كي يكبر قليلا. هكذا أحصل أحيانا على طريق. ثم ماذا؟ لا شيء سوى أني قد أذهب إلى آخر الخيط ولا أصل.
Le souffleur de verre. Premier mouvement. « Comment écris-tu » demande la fillette à son père aveugle. Je regarde longtemps en moi-même jusqu'à ce que je vois un trou dans la page. Sur le trou, je pose un mot. Je souffle dans le mot jusqu'à ce qu'il grandisse. Ainsi, j'obtiens parfois un poème. Et puis quoi ? Rien, si ce n'est peut-être tomber dans le trou sans jamais remonter. Le souffleur de verre. Deuxième mouvement. « Comment vois-tu ton chemin » demande la fillette à son père aveugle. Je me perds longtemps en moi-même jusqu'à ce que je sente un fil de lumière. Sur la lumière, je pose ma bouche. Je souffle dans le fil jusqu'à ce qu'il grandisse. Ainsi, j'obtiens parfois un chemin. Et puis quoi ? Rien, si ce n'est peut-être aller au bout du fil sans jamais arriver. Le puits. Debout au bord du puits, l'aveugle écoute le temps. Je n'ai noirci une image que pour qu'elle en soit plus claire. Enfant emmailloté dans mon innocence, j'épiais du lit, mon frère se déversant goutte à goutte du ventre de ma mère, l'assistante derrière pour l'immobiliser, encens s'élevant en fumée, bougie en dessous, couteau et cordon rouge, un clou pour l'œil du jaloux, du piment séché, la sage-femme crachant le cumin à la face du nouveau-né afin que la beauté lui soit prédestinée. Peiné par la soif, je roulais mes paupières tel un chameau qui sur de l'eau roule sa bosse. De combien d'images vais-je m'enrouer pendant que le slougui aboie ? De combien d'images vais-je mourir, moi le mot percé, pressurant en prose la chair de mon poème, ma main puisant du puits, pendant que mes doigts s'élèvent mot à mot, jusqu'à ce que ne reste que la signature de l'eau. Est-ce la poésie ? Je ferme les yeux sur mon cousin Gisot. Je dis à mon autre, ne restera ce qui restera que grâce à ce qui se perd. Oh mon image, mon ombre, ton cœur sanglote de ce qui entre. Ta raison râle de ce qui sort. Mais ce qui demeure... Il me suffit d'éventrer la baleine pour humer le rugissement de la mer. Il me suffit d'accoucher d'un mot, de poser le mot sur le trou et de souffler, et me voilà un seau rempli d'êtres. Il me suffit de poser la main sur l'épaule de mes êtres. Ils errent et je mange. Ils se déversent et je bois. Tends l'oreille, mon âme. Les doigts du temps ne frappent pas au bord du puits. Ils frappent sur mon corps, s'égouttant des galaxies, se réfugiant dans mon corps insomniaque pris de somnolence, se perdant dans mes pores, venant de loin dans une chemise de nuit sur le corps faux. Personne ne les avait prévenus que j'étais un puits sans fond. Fenêtre sur une avenue tunisienne. À travers sa fenêtre unique, la fillette observe son visage s'assombrir mot après mot dans l'avenue sombre. À travers le verre de sa fenêtre sombre, la fillette observe son visage paraître et disparaître, tel un avenir qui s'éloigne, tenant dans sa main une lune qui se calcine, tenant par la main un étranger parlant un langage étranger, à travers lequel ces choses à elle baragouinent. Dans le verre de sa fenêtre lumineuse, la fillette observe son visage s'étalant d'une histoire à une autre, comme un horizon ouvert sur un lointain qui s'approche, tenant dans la main un bouquet de seringas, tenant par la main une hirondelle nouvelle, se reflétant sur la page du monde, à travers laquelle ces choses à elle rient. Un éclat d'huile berbère illuminant la nuit de ses cheveux.
un arc de triomphe carthaginois dessinant son sourcil, un poisson de mosaïque romaine cajolant le bout de son nez, une tasse de café turc sirotant la clarté de la lune à la rencontre de ses lèvres, tandis qu'une voiture folle foule les ombres des passagers. Soudain, elle souffle sur la scène. Les granules de sueur s'éparpillent sur la face du verre. Ni le visage ne paraît, ni l'éclat d'huile, ni l'arc de triomphe, ni le poisson de mosaïque, ni la tasse de café, ni la voiture, ni les passagers. À ce moment-là, elle dessine de son doigt une fenêtre dans la fenêtre, afin de s'observer elle-même de nouveau. Par la suite, pendant que l'avenue s'en va dormir et que la fillette demande ce qu'est cette voix, s'élève la voix de la fenêtre, seule, sanglotant, dans la nuit de la ville. L'embuscade. Je dors avec mon corps depuis des années, un œil mi-fermé, l'autre mi-ouvert. Qu'un grain tombe de la grappe des bien-aimés et le fracas me réveille dans ma chair. Je vois ma main dépitée inspecter ces banlieues isolées, mon oreille trembler comme la tête d'une chatte. De peur que ce ne soit le bruit de la chute, d'un proche ou d'un semblable. Je dors avec mon corps depuis des années, un œil mi-fermé, l'autre mi-ouvert, ne sachant d'où viendra le coup, du cerveau, des poumons, du cœur, du foie, du rein, de la prostate. Merde! Hurle l'enfant dans son vieux corps, dans sa cage mobile. Depuis des années, je mets ma main sur la bouche de ma bien-aimée. Ma bien-aimée pose sa main sur ma bouche, de peur que le cri de l'un ne réveille l'ennemi endormi dans le corps de l'autre. Merde. Est-ce mon corps ou mon ennemi? Est-ce un corps ou une embuscade? La flûte enchanteresse. À la prochaine guerre, j'entends battre ses tambours derrière la proche colline, je mettrai un roseau dans la main de chaque soldat. Je lui dirai « Fais de ce roseau un crayon. Écris au général, ne nous verse pas un autre verre de sang, même si c'est le tien. Ne nous impose pas la perte d'une autre âme, même si c'est la tienne. Ne commets pas pour nous un dernier crime parfait, même si c'est celui de te tuer toi-même. À la prochaine guerre, j'entends battre ses tambours derrière le rempart de la ville. Je mettrai un crayon à la main de chaque soldat. Je lui dirai « Fais de ce crayon un roseau. Ne crois pas à la guerre pour la paix. Dis que tu as tué le monstre en n'allant pas à la guerre. Je ne mettrai pas de verrou à ta bouche. Je ne te verserai pas du feu au lieu du vin. Je ne te ferai pas manger la pierre au lieu du pain. À la prochaine guerre, j'entends battre ses tambours derrière le siège du jardin. Je mettrai une flûte dans la main de chaque soldat. Je lui dirai « Rejoins l'orchestre de la terre. Écoute-le chanter. La terre dénudera ses poignets pour que nous paissions le froment de l'amour. Le casque du soldat deviendra nid d'hirondelle. La matraque du policier deviendra archet de violon.
Et peu importe que cela soit dans une autre terre que la mienne, ou que cela soit dans un autre temps que le mien. À la prochaine guerre, j'entends battre ces tambours derrière la porte de la maison. Je mettrai les enfants en cercle par terre et je me réjouirai de les voir paisibles, à chaque main une abeille d'oranger, apprenant à entendre les rêves jouer et les éléments jaillir de la flûte enchanteresse. Pendant que le roulement des tambours disparaît derrière le poème. Le cimetière blanc. Les éléphants, quand ils vieillissent, ils entendent le tambour de la mort. Dom, dom, dom. Alors ils prennent leur chemin pour le cimetière des éléphants, ici ou là, profondément, là où ne s'entend que la plainte de l'ivoire. Et les poètes, demande la fillette, ne vieillissent-ils pas? Si, bien sûr. Ils vieillissent beaucoup. Mais ils entendent le tambour de la vie. Dom, dom, dom. Alors ils prennent leur chemin vers le cimetière des poètes, ici et là, profondément, là où ne se voit que une feuille blanche jetée sur le chemin des éléphants. نغني حاير فيني نقبل واش ينفع الكلام وزعما جمحي غنايا يسبل ولا الأرض رخام نواسي الناس وقلبي يشكي فمي يضحك عيني تبكي زعما نسكت ولا نحكي حتى الفجر يبان احكي يا فنان وبوح وخضر الاغصان دنيا تسكت فيها الروح لو يسكت فنان احكي ولا تخبي آلام ولا افراح ولا احلام احكي شتقول الايام احكي شتقول الايام لرحلة الانسان غني غني يا فنان على طول الازمان غني غني يا فنان على طول الازمان خلي غصن الفرحة ينور بنعود كمان خلي غصن الفرحة ينور بنعود كمان غني 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 يا فنان غني غني يا فنان. C'était Chante l'artiste, Chante, au chant Karim Askali, composition de Lofty Bouchnak, texte d'Adam Fethi.
C'était La poésie n'est pas une solution, une émission proposée par Frank Smith, consacrée aujourd'hui à l'écrivain tunisien Adam Fathi. La poésie n'est pas une solution, réalisation Gilles Mardi-Rossian, identité sonore Laurie Anderson, aide à la production Daphné Brettenbach, prise de son Bruno Mourlan et Bernard Laniel. Mixage Alain Joubert